Bonjour. Hier, je vous rappelle qu'on a travaillé sur la décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de sous-espaces vectoriels. Et je vous avais demandé de faire attention aux différents niveaux de compréhension, ou plutôt méthodes pour démontrer qu'un tel espace se décompose, soit en revenant à la définition, soit en utilisant les différentes caractérisations, qu'on soit en dimension finie ou non. Aujourd'hui, pour finir ces séances de révision, je vous propose de revenir sur le théorème Durand et toutes ses applications en algèbre linéaire. Dans un premier temps, on rappelle quelques définitions, à savoir que si on considère une application f définie sur E à valeur dans un espace vectoriel grand F, on dit que f est une application linéaire si tout simplement c'est un morphisme de structure, c'est-à-dire ici un morphisme d'espace vectoriel. Autrement dit, c'est une application qui va conserver les opérations ou les lois de la structure étudiée ici. Ce sont les espaces vectoriels, donc c'est stable par combinaison linéaire. Autrement dit, on a tendance à dire que l'image d'une combinaison linéaire de vecteurs est encore la combinaison linéaire des images. L'image d'une combinaison, c'est la combinaison des images. Autrement dit, pour tout lambda appartenant à K, pour tout xy vecteur de E, l'image de lambda x plus y, c'est bien lambda f de x plus f de y. Alors c'est vrai que certains profs de maths travaillent plutôt en lambda x plus mu y, mais ça ne change rien, puisqu'il s'agit de vérifier la stabilité pour la loi de composition externe, la multiplication par un scalaire lambda ici, et également l'addition, c'est-à-dire quand on a la somme de deux vecteurs, ça donne l'image de la somme, c'est la somme des images. Autrement dit, on peut vérifier ou bien que f de lambda x plus mu y, c'est lambda f de x plus mu f de y, ou alors plus simplement et plus efficacement, f de lambda x plus y égale à lambda f de x plus f de y. De plus, en notant L de E dans F, l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F, eh bien on rappelle que F est un isomorphisme s'il s'agit d'une application linéaire bijective, à savoir injective et surjective, que F est un endomorphisme lorsque l'application est définie sur E a valeur dans lui-même, et on note dans ce cas L de E, l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans E, dont on peut montrer également qu'il s'agit d'un anneau non commutatif. Enfin, je termine avec F, un automorphisme, lorsque cette application est à la fois un endomorphisme et à la fois un isomorphisme, c'est-à-dire un endomorphisme bijectif. Et on note alors GL de E, le groupe linéaire sur E. J'ai choisi alors de vous rappeler quelques théorèmes utiles concernant ces applications. Il y a évidemment le théorème 1, à savoir la caractérisation de l'injectivité et la surjectivité pour une telle application. Si f désigne une application linéaire de E à valeur dans F, où E et F désignent deux espaces vectoriels, on rappelle que f est injectif si et seulement si le noyau est réduit au vecteur nul, et que f est surjectif si et seulement si l'image directe, IMF, est égale à grand F tout entier. Autrement dit, tous les éléments de f sont atteints. Alors cette démonstration, je vous laisserai la refaire, hein, c'est un classique de colle de MPSI, travaillé proprement par double implication, et vous allez voir que pour la proposition numéro 2, ça tombe assez vite, puisque la surjectivité nous donne tout de suite l'existence d'un antécédent, autrement dit, tous les éléments de f sont bien vus comme des f de quelque chose, à savoir que f est égal à IMF. Une seconde propriété peut être utile parmi les propriétés que vous avez vues en MPSI. Lorsque on travaille cette fois-ci en dimension finie, on peut donc revenir à la notion de base, et donc en notant E1, E2, En, une base quelconque de grand E, on peut alors montrer que IMF, c'est-à-dire l'image directe de petit f, les f de E, ou l'ensemble des f de x pour x parcourant grand E, eh bien on peut montrer que ça coïncide avec le sous-espace vectoriel engendré par l'image des vecteurs de base, les f de i. Alors c'est très pratique parce que pour déterminer l'image, il suffit de regarder ce qui se passe sur une base quelconque de grand E. Alors après, à nous de choisir la bonne base pour déterminer aisément IMF de la plus jolie des manières. Dans un deuxième temps, on peut alors montrer que f est bijective si et seulement si elle transforme une base en une base de grand F. C'est-à-dire que l'image d'une base constitue une base de grand F. Alors ce dernier cas est très utile parce qu'en plus, on peut récupérer, si on transporte une base en une base dans l'espace d'arrivée, le nombre de vecteurs étant le même, on récupère que la dimension de l'espace de départ et d'arrivée vont coïncider, et on dit dans ce cas-là que les espaces sont isomorphes. Lorsqu'il y a un isomorphisme d'espace vectoriel de E sur grand F, on récupère que les dimensions sont égales.
Alors ce dernier point est très utile, pourquoi? Ben, parce que parfois l'enjeu est de déterminer la dimension d'un espace vectoriel. Une première façon naïve de le faire, on l'avait expliqué, c'est simplement d'exhiber une base et de compter le nombre de vecteurs dans cette base. Une autre façon de faire, c'est de construire un isomorphisme d'espace vectoriel entre un espace vectoriel connu et un autre espace vectoriel, et on récupère ainsi la dimension de l'espace vectoriel considéré au regard de l'espace vectoriel connu. C'est vraiment quelque chose de fondamental en algèbre linéaire. Encore une fois, ce sont des preuves assez classiques. Le premier point n'exige aucune difficulté si ce n'est d'invoquer la linéarité de l'application petit f. Pour le second point, travailler proprement par équivalence en séparant le sens direct et le sens réciproque par double implication. Et vous verrez que vous allez vous y retrouver rapidement. Je vous rappelle que dans ce cas des espaces vectoriels, n'hésitez pas à séparer la liberté, le côté générateur, et également l'injectivité et la surjectivité. Enfin, je termine avec un troisième théorème déjà vu en MPSI, c'est-à-dire que c'est une application en fait de ce second point très utile. Si on regarde L de E dans F, on sait que c'est un K-espace vectoriel, mais en dimension finie. On peut même démontrer que la dimension de cet espace vectoriel-là, c'est la dimension de E fois la dimension de F. De manière plus précise, dans le cas particulier des endomorphismes, la dimension de L de E, vue comme l'ensemble des applications de linéaire de E à valeur dans E, c'est simplement dim E fois dim E au carré. Alors ce théorème se démontre, et j'en ai fait la démonstration de manière assez habile, c'est-à-dire c'est ce que j'ai expliqué, construire un isomorphisme d'espace vectoriel entre, donc je vais construire phi, entre f, une application linéaire de E dans F, et un n-uplet d'image ici, appartenant à f exposant n. Si on arrive à démontrer, et la démonstration est ici, que phi désigne un isomorphisme d'espace vectoriel, on pourra récupérer que la dimension de l'espace de départ, à savoir L de E dans F, est égale à la dimension de l'espace d'arrivée ici, F exposant n. Mais hier, on a travaillé, il y a 2 jours, on a travaillé sur la notion de base, et on a montré que la dimension du produit cartésien, c'est-à-dire la dimension de f croix f n fois, c'était la somme des dimensions, donc dim f plus dim f n fois, et vous allez obtenir n fois la dimension de f, c'est-à-dire la dimension de E fois la dimension de f. Donc 3 propriétés assez utiles avec les applications linéaires, et dans le cas de la dimension finie, on peut donc récupérer des propriétés sur l'image d'une base et la dimension de L de E dans F. Alors évidemment, première remarque, cet isomorphisme en fait nous permet aussi de considérer autre chose, à savoir que le n-uplet ici, le n-uplet proposé, me permet de définir une unique application linéaire associée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fixez des valeurs y1, y2, yn vectorielles, alors il existe une unique application linéaire f, ça c'est associé à l'isomorphisme, telle que phi de f est égal à y1, y2, yn. Autrement dit, on pourra retenir qu'il existe pour un n-uplet donné une unique application linéaire f vérifiant f de i égale à yi. C'est pour cela que M. Nolot et moi-même, on a tendance à dire que finalement une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Ce qui nous permet d'en déduire directement que pour justifier que f et g, deux applications linéaires, coïncident, il suffit de se contenter de vérifier que ces deux applications coïncident sur une base donnée. Pour terminer cette première partie de rappel, eh bien, je vais évoquer avec vous le théorème très utile qui est ce théorème Durand et la formule Durand associée. Quand on considère E et F deux espaces vectoriels sur K et F une application linéaire de E dans F, eh bien on peut montrer, ça c'est le théorème Durand, dans sa version géométrique, que tout supplémentaire du noyau est isomorphe à l'image. Si de plus on travaille en dimension finie, on peut passer alors à la dimension, noter rang de F la dimension de IMF, et récupérer alors que la dimension de E, c'est la somme des dimensions de KF et du rang de F. Je vais avoir l'habitude, et je vous demanderai de prendre cette habitude-là, de distinguer le théorème du rang en lui-même, qui me permet, et on le verra dans 5 minutes dans la preuve, de montrer que F, quand elle est restreinte et corestreinte, elle construit en fait naturellement une bijection ou un isomorphisme entre le supplémentaire du noyau et l'image. Et la formule du rang,
qui me donne cette relation sur les dimensions, entre la dimension de l'espace de départ et les dimensions du noyau et de l'image. Je vous propose donc de faire cette démonstration que vous avez certainement vue et que vous maîtrisez, mais ça ne nous fera pas de mal de la revoir et de mieux saisir le vocabulaire attendu dans une telle preuve. Dans cette preuve, on va donc noter E et F, deux cas espace vectoriel quelconque, et F, une application linéaire définie sur E à valeur d'un grand F. De plus, on introduit ici G, un sous-espace vectoriel de E, donc un sous-espace vectoriel de E, tel que G désigne un supplémentaire de carref dans E. C'est-à-dire que E peut se décomposer en somme directe comme carref plus G. Mon objectif, c'est de montrer que G est isomorphe à l'image. Dans un second temps, on passera aux dimensions, et grâce aux propriétés qu'on a vues hier sur les dimensions d'une décomposition en somme directe de sous-espace vectoriel, on pourra récupérer la fameuse formule Durand. Alors comment démontrer cet isomorphisme? Eh bien, on construit ou on va poser phi, l'application finalement qui, à tout vecteur x appartenant à G, associe f de x. C'est-à-dire que phi peut être vu comme la restriction de f au sous-espace vectoriel grand G, puisque f est défini sur E, je vais donc restreindre f à grand G, mais co-restreinte à l'image, c'est-à-dire que normalement f est à valeur dans grand F, mais on décide de restreindre f à grand G et de la co-restreindre à l'image. Alors c'est une chose que vous avez vue avec M. Nolot, lorsqu'on est en analyse et qu'on travaille sur des applications ou même des fonctions. Eh bien, pour récupérer le caractère bijectif, on peut restreindre le domaine de définition, restreindre le domaine d'arrivée et tenter d'avoir cette correspondance bijective. Eh bien, il en est de même sur les applications. En particulier, on va donc montrer que phi désigne un isomorphisme d'espace vectoriel, donc un isomorphisme d'espace vectoriel de G sur IMF. Alors évidemment, premier point immédiat, en tant que restriction d'une application linéaire à un sous-espace vectoriel, on a obligatoirement phi qui est linéaire. De plus, on veut montrer que ça désigne un isomorphisme. C'est-à-dire qu'ici, on va chercher à montrer qu'elle est à la fois injective et surjective pour récupérer le caractère bijectif de l'application phi. Donc de plus, si on cherche à montrer par exemple que phi est injective, eh bien je vais considérer x un élément de l'espace de départ et on va aller chercher la caractérisation de l'injectivité à l'aide du noyau. C'est-à-dire que phi va être injectif, c'est le noyau réduit au vecteur nul. Ici, x va appartenir au noyau de phi si et seulement si phi de x est égal à 0, 0 de l'espace d'arrivée, donc c'est 0 de IMF qui coïncide avec 0 de f ici, ce qui équivaut à dire par définition de phi que f de x est égal à 0 de f. Ce qui équivaut encore à dire, si l'image touche le vecteur nul de l'espace d'arrivée, à dire que x est dans le noyau de f. Mais dans ce cas-là, ça me permet de dire quoi? Or, x, comme il appartient à G et qu'il appartient ici à carf, alors nécessairement, x est égal à 0 de E. Pourquoi? Eh bien, je vous rappelle que G a été défini comme un supplémentaire du noyau dans grand E, autrement dit, G intercarf est réduit au vecteur nul. Ce qui me permet d'affirmer ainsi que kerphi, elle, est réduit au singleton 0. Alors techniquement, si x appartient au noyau, alors x est dans carf, et comme x était dans G, nécessairement x est nul. On aurait donc, comme d'habitude, une seule inclusion, mais l'inclusion réciproque, comme carf est un sous-espace vectoriel de E, on peut récupérer qu'on a directement l'inclusion réciproque. Et finalement, on récupère un noyau réduit au vecteur nul, ce qui me permet d'entraîner ici et de récupérer l'injectivité. Phi est injective. Dernier point, on va essayer de récupérer la surjectivité de phi. Alors comment faire? Eh bien, à la main, on va essayer de montrer que tout élément de l'espace d'arrivée possède un antécédent. Alors comment faire? Prenons x dans l'espace d'arrivée. Je vous rappelle que phi a été défini comme la restriction de f à G co-restreinte à IMF, donc l'espace d'arrivée pour phi, c'est bien IMF. C'est-à-dire que si on prend Y appartenant à IMF, par définition de l'image, ça veut dire qu'il existe un X antécédent dans E tel que Y est égal à f de X, puisqu'on appartient à IMF, où f désigne l'application linéaire définie sur E à valeur dans grand F. Donc les antécédents vivent dans grand E.
Or, ça ne me suffit pas, puisque moi, je veux y vu comme un phi quelque chose pour justifier que les éléments de l'espace d'arrivée possèdent un antécédent par phi. Alors, comment faire? Eh bien, on rappelle ici que E se décompose comme G plus car F, c'est-à-dire que pour tout élément de l'espace grand E, il y a une unique décomposition entre un élément de G et de car F. C'est-à-dire qu'ici, X peut être vu de manière unique, comme xg plus x car f, où ces deux éléments sont des composantes vectorielles qui décomposent de manière unique x en un élément sur g et un élément sur car f. Et ainsi, l'élément x ici présent peut se décomposer comme xg et x car f de manière unique, et par linéarité, on va pouvoir voir y comme f de xg plus f de x de car f, mais un élément du noyau a pour image 0, c'est-à-dire qu'on récupère simplement y comme l'image de x indice g, avec x indice g, un élément de grand G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f et phi coïncident sur g, je peux y voir y comme un phi de xg. J'ai réussi à démontrer que tout élément de l'espace d'arrivée possédait un antécédent dans G par phi, ce qui achève la preuve de la surjectivité. C'est-à-dire que finalement, phi est surjective. Conclusion, on a construit phi, une application linéaire définie sur G à valeur dans IMF, qui est un isomorphisme. Ça me permet d'en déduire, on en déduit que les sous-espaces G et IMF sont bien isomorphes. Alors attention, l'un est inclus dans grand E, comme sous-espace vectoriel de grand E, et l'autre est inclus dans grand F. Mais les deux étant isomorphes, en particulier, je peux récupérer que leurs dimensions coïncident, c'est ce qui a été vu plus tôt dans un théorème ici, mais en particulier, vous récupérez l'égalité, la dimension de G, c'est la dimension de IMF, qu'on peut aussi noter rang de F. Alors évidemment, pour obtenir cette égalité-là, elle a du sens si on travaille en dimension finie. Si donc E est de dimension finie, comme on l'avait par hypothèse, eh bien on peut passer à la dimension sur G et récupérer cette égalité-là. D'accord? On a invoqué ici par hypothèse que E est de dimension finie. De plus, c'est pas fini. Pour récupérer la formule du rang, eh bien comme vous aviez une décomposition entre KF et G en somme directe, eh bien par passage aux dimensions, comme E est de dimension finie, eh bien on a encore que la dimension de E est égale à la dimension de KF plus la dimension de G, c'est ce qu'on a vu hier dans une des caractérisations en dimension finie de la décomposition en somme directe de sous-espaces vectoriels, mais la dimension de G coïncide avec le rang de F. On récupère donc cette fameuse formule du rang, à savoir qu'en dimension finie, lorsque l'espace de départ, c'est assez précis, est de dimension finie, alors on peut récupérer que la dimension du supplémentaire donné coïncide avec le rang de F, et donc cette somme directe me donne par passage aux dimensions la formule du rang, à savoir que la dimension de l'espace de départ, c'est la somme des dimensions du noyau et du rang de l'application considérée. Fin de cette preuve du théorème du rang. Alors en guise d'application, je vous propose de regarder deux choses. Si ce théorème est fondamental, c'est qu'il nous permet de mettre en relation noyau et image. Eh bien, cette relation entre noyau et image, on va pouvoir voir son intérêt, notamment sur l'exemple 1. On étudie bêtement un endomorphisme de Rn crochet X, et à partir du noyau, on me demande d'en déduire l'image. Vous allez voir que c'est pas toujours simple de travailler sur les applications définies sur des espaces de polynômes, mais lorsqu'on est en dimension finie, eh bien parfois on peut aller un petit peu plus vite, connaissant l'un, on peut récupérer l'autre. Deuxième application de cette formule du rang en dimension finie, ça va être l'invariance du rang par composition par un isomorphisme. C'est-à-dire qu'en gros, si on compose à gauche et à droite une application linéaire donnée par un isomorphisme, on peut récupérer que le rang de G rond F, c'est le rang de F, et le rang de F rond G, c'est le rang de F. Donc deux petites applications de ce théorème du rang dans le cas particulier de la dimension finie. Exemple 1 et propriété 5 que je vous propose de voir tout de suite. Dans cet exemple 1, on va considérer l'application suivante, c'est-à-dire qu'on considère
pour n antinaturel, on considère l'application f qui, pour un polynôme p donné appartenant à Rn crochet x, associe p évaluant x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2 fois p de x. Dans un premier temps, on nous demande ici de justifier que f est un endomorphisme de Rn crochet x, à savoir une application linéaire définie sur Rn crochet x à valeur dans Rn crochet x. Alors très rapidement, c'est qu'on a immédiatement le fait qu'elle se plonge dans Rn crochet x. En effet, pour tout polynôme donné de Rn crochet x, l'image de p est donnée par p de x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2 p de x. Or, ces différentes expressions, p de x appartient à Rn crochet x, p évaluant x moins 1, si vous partez d'une expression somme des ak x puissance k pour k égale 0 à n, en évaluant x moins 1, vous allez obtenir par composition un polynôme qui reste dans Rn crochet x. Autrement dit, chacun de ces polynômes va rester dans Rn crochet x. Et bien, Rn crochet x étant un R espace vectoriel de référence, on en déduit que f de p reste dans Rn crochet x. Et ainsi, on peut affirmer que f est bien défini sur Rn crochet x à valeur dans Rn crochet x. De plus, si on veut montrer qu'il s'agit d'un endomorphisme, encore faut-il justifier de la linéarité de petit f. Donc considérons alors, par exemple, lambda appartenant à R, P et Q, deux polynômes de Rn crochet x, et on a finalement, grâce au morphisme d'évaluation, la linéarité de f qui est immédiate. Je m'explique. Si on regarde f de lambda p plus q, ou pour vous lambda p plus mu q, eh bien on peut récupérer donc lambda p plus q, le polynôme évalué en x plus 1, plus lambda p plus q évalué en x moins 1, moins 2 fois lambda p plus q de x. Seulement par construction des opérations sur les polynômes, eh bien lorsqu'on évalue un tel polynôme en x plus 1, cela revient à faire lambda p de x plus 1 plus q de x plus 1, plus lambda p de x moins 1 plus q évalué en x moins 1, moins 2 fois lambda p de x plus q de x. Autrement dit, si vous regroupez les choses et que vous associez les parties en p et en q, vous récupérez bien lambda p ici de x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2p de x, c'est-à-dire lambda fois f de p, plus q évalué en x plus 1 plus q évalué en x moins 1 moins 2q de x, c'est-à-dire qu'on a bien lambda f de p plus f de q. Et on a démontré que l'image d'une combinaison de ces polynômes, c'est encore la combinaison des images. C'est-à-dire que f ici est linéaire, et donc f est linéaire, ce qui me permet de justifier que f désigne bien un endomorphisme de Rn crochet x, une application linéaire de Rn crochet x à valeur dans Rn crochet x. Deuxième partie de la question, c'est celle qui nous intéresse, puisqu'il s'agit d'aller chercher noyau et image et de vous montrer comment la formule Durand me permet d'aller un petit peu plus vite pour connaître l'image en sachant qu'on aura identifié le noyau. Alors allons-y. Par exemple, je vais m'intéresser dans un premier temps ici au noyau qui est demandé. Je vais donc prendre P appartenant à Rn crochet x. Et encore une fois, on va essayer de caractériser l'appartenance au noyau. À savoir que P appartient à car_f si et seulement si son image c'est le polynôme nul dans l'espace d'arrivée. C'est-à-dire que P de x plus 1 ici plus P de x moins 1 moins 2P de x est égal à 0. Alors, ceci n'est pas si simple. C'est vrai qu'aller chercher un noyau, souvent, par équivalence, on arrive à obtenir le noyau en question. Seulement, là, on est ramené à un problème fonctionnel sur les polynômes. C'est le genre de jeu auquel vous êtes peut-être prêté en MPSI. C'est vrai qu'en début de chapitre sur les polynômes, on a tendance à travailler beaucoup sur ce genre d'équation polynomiale. Eh bien, l'enjeu, ça va être d'identifier finalement le polynôme à l'aide de ses coefficients. Alors, pour identifier un tel polynôme, on peut peut-être regarder la forme développée du polynôme dans la base canonique, aller chercher des informations sur le degré ou sur les coefficients sous-jacents. Ici, on va casser l'équivalence parce que la recherche d'une telle solution d'un problème fonctionnel peut être un peu compliquée. Je vais dans un premier temps préciser que, premier cas, si P est nul, alors évidemment, eh bien, 0 appartient à car_f.
Et si P est différent de 0, alors je peux voir P de x sous la forme développée, somme des AK x puissance k, pour k allant de 0 à n, ici, tout simplement, avec, on va considérer, donc avec, on va prendre AP, je vais noter ici le coefficient dominant, donc avec A, pardonnez-moi, avec A indice P différent de 0, puisque le polynôme ici est non nul. Et dans ce cas, je vais pouvoir résoudre mon problème, à savoir que P appartenant à KRF, ça entraîne nécessairement que cette expression polynomiale est nulle, ce qui va me permettre d'identifier le polynôme P quand celui-ci n'est pas trivial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équation se ramène à une décomposition, donc avec P sous cette forme-là, de la forme AP x plus 1 puissance P plus AP-1 x plus 1 puissance P-1, je peux continuer ainsi, plus AP-2 x plus 1 puissance P-2, etc. De la même façon, plus AP évalué cette fois-ci en x-1 puissance P plus AP-1 x-1 puissance P-1 plus AP-2 x-1 puissance P-2 et ainsi de suite. On évalue P en x-1, on récupère la somme des AK x-1 puissance K, moins 2 fois l'expression polynomiale sous la forme APX puissance P plus AP-1 x puissance P-1 plus AP-2 x puissance P-2 et ainsi de suite. Le tout est égal à 0. Alors c'est vrai que c'est fastidieux, mais j'ai choisi cet exemple-là pour cette difficulté-ci. Et donc, si on cherche à caractériser les éléments du noyau, pour les polynômes non triviaux, cela revient à déterminer des informations sur les coefficients d'un polynôme satisfaisant cette égalité-là. Alors, si j'essaye de regrouper un petit peu les quantités, on s'aperçoit ici qu'en degré P, par exemple, vous allez avoir, en développant ça à l'aide du binôme de Newton, APX puissance P, mais aussi APX puissance P ici, moins 2 APX puissance P. Autrement dit, les poids du degré P disparaissent. Si on cherche alors les éléments au degré P-1, vous avez cette fois-ci immédiatement APX puissance P-1 par développement, APX puissance P-1, moins 2 fois AP-1 x puissance P-1. Ces parties en P-1 disparaissent. Mais ce ne sont pas les seuls. Attention, parce qu'effectivement, lorsqu'on développe cette partie-là et celle-ci, dans le binôme de Newton, je vais récupérer des informations au rang P-1. D'accord? Seulement, je m'aperçois ici que l'expression donnée en x plus 1 et x-1 va se compenser. Je m'explique. Lorsque vous développez le a plus b puissance p et le a moins b puissance p, vous allez voir qu'en affectant les degrés sur 1 et moins 1, vous allez récupérer au degré p-1 ap fois x puissance p-1 et ici, moins ap fois x puissance p-1. C'est-à-dire que les parties en p-1 ici disparaissent également. Dans toute cette expression polynomiale, je n'ai pas de coefficient au degré p-1. Alors c'est pour cela, je ne vous le cache pas, j'étais allé chercher des expressions jusqu'au rang p-2, parce que je le savais, je l'avais anticipé. Mais c'est vrai qu'à la main, si vous ne connaissez pas l'exercice, vous pouvez vous contenter des 2 premiers termes et voir que ça va se simplifier. Si on va plus loin et qu'on cherche alors les termes au degré P-2, on s'aperçoit ici qu'encore une fois, j'ai naïvement du AP-2 x puissance P-2, AP-2 x puissance P-2, moins 2 fois AP-2 x puissance P-2. Autrement dit, en P-2, tout ça disparaît. C'est pas terminé, parce que des termes au rang P-2, j'en ai ici. Pourquoi? Si je développe avec le binôme de Newton, vous allez avoir A indice P-1 fois x puissance P-2 et plus AP-1 fois moins x puissance P-2. Ces parties-là vont se compenser. Pas de terme au degré P-2 ici. Mais si on revient sur cette première partie, ici, et qu'on développe à l'aide du binôme de Newton les expressions x plus 1 puissance P, x moins 1 puissance P, en affectant proprement les coefficients et les puissances, vous allez récupérer ici du AP à la fois x puissance P AP fois le coefficient binomial, à savoir 2 parmi P fois x puissance P-2, et là du AP fois moins 2 parmi P fois x puissance P-2, à cause du moins 1 ici présent. Pardon, pas moins,
on va avoir du moins 1 au carré, donc on va récupérer plus, du AP fois 2 parmi P, x puissance P moins 2. Il ne se compense pas cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va récupérer 2 fois AP fois 2 parmi P, x puissance P moins 2, plus, et bien évidemment, le reste du développement, qui va être une expression polynomiale qui, elle, est de degré inférieur strictement à P moins 2, le tout devant être égal à 0. Ça veut dire que si P appartient au noyau, alors nécessairement il satisfait cette relation polynomiale qui doit être nulle, ce qui veut dire en termes de coefficients, en se ramenant au coefficient, à ce que cette expression soit nulle. C'est-à-dire que par identification des coefficients, ou plutôt par unicité de l'écriture d'un polynôme dans la base canonique, vous allez récupérer que 2 fois AP, 2 parmi P, doit être égal à 0, c'est-à-dire que AP fois P, P-1 doit être nul. Avec AP différent de 0, puisqu'on a pris P non nul, on récupère que P égale à 0 ou P égale à 1. Je n'ai pas récupéré d'informations directement sur les coefficients, mais à l'aide des coefficients, j'ai récupéré une information sur le degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, que le polynôme soit nul ou non, on peut montrer que le noyau de f est toujours inclus dans les polynômes de degré au plus 1, c'est-à-dire le vecte de 1 grand X. Alors évidemment, réciproquement, est-ce que vecte de 1x est inclus dans ∠f? Eh bien, on peut vérifier. De plus, on vérifie, alors je vous laisserai le faire très rapidement, que si vous regardez l'image du polynôme constant égal à 1, on obtient 1 évalué en x plus 1, plus 1 évalué en x moins 1, moins 2 fois 1, ça fait 1 plus 1 moins 2, ça donne 0. Et de la même façon, f de x, ça fait x plus 1 plus x moins 1 moins 2x. Vous allez voir que les x se compensent, et 1 et moins 1 aussi, on récupère 0. Ce qui me permet d'affirmer, pour cette question 2, que le noyau est exactement le sous-espace engendré par 1 et x. Reste alors, dans cette deuxième question, à déterminer l'image. C'est-à-dire que reste ici à déterminer, donc, IMF. Alors, deux façons de procéder. Première façon de procéder, c'est de revenir à la proposition précédente. Je vais regarder déjà l'image des monômes, c'est-à-dire que par exemple, on avait déjà f de 1 qui est égal à 0, f de x qui est égal à 0, et puis on peut se poser la question, pour tout cas supérieur ou égal à 2, que donne f de xk? Autre façon de procéder, vous prenez un polynôme p quelconque, dans Rn crochet x cette fois-ci, qu'on écrira somme des ak x puissance k, et on regarde ce qui se passe. C'est un peu ce que j'ai fait ici avec ma somme des ak x puissance k pour k allant de 0 à p. Pourquoi je me suis arrêté à p? Parce que vraisemblablement, un polynôme de Rn crochet x peut s'arrêter à un degré p inférieur ou égal à n, et j'avais besoin d'avoir un coefficient non nul pour obtenir des informations sur le degré, tout simplement. Donc, de manière plus générale, on peut regarder f de p développé comme je l'ai fait précédemment, mais dans les deux cas, vous allez vous ramener aux considérations suivantes, à savoir que dès lors qu'on regarde l'image d'un polynôme, on s'aperçoit que les termes au degré k et k-1 vont se simplifier par développement des premiers termes, et on rentre directement ici dans une expression polynomiale qui va être de degré au plus k-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde mon polynôme, IMF, eh bien, IMF peut être vu comme vecte de f de 1, f de x, f de xk, mais qui va appartenir finalement à rk-2 crochet x. C'est-à-dire qu'une autre façon de le voir, c'est-à-dire que IMF, qui peut être vu comme le sous-espace engendré par l'image des monômes, lui est toujours inclus dans dans Rn-2 crochet x. Pourquoi? Parce que si on regarde le monôme de plus haut degré, c'est-à-dire l'image de x puissance n, vous allez rentrer dans Rn-2 crochet x. Pour tous les autres, comme vous êtes de degré plus faible, vous êtes quand même inclus dans Rn-2 crochet x. Ce qui veut dire que connaissant le noyau, je vais aller chercher l'image, mais pour le moment, je n'ai qu'une inclusion. Vous allez me dire, attendez, on peut essayer de vérifier l'inclusion réciproque. Non, pas besoin. Si vous connaissez le noyau, vous avez quand même une information. Vous êtes en dimension finie. On va passer aux dimensions pour récupérer l'égalité des ensembles. C'est-à-dire que pour finir, on a par la formule du rang, donc par la
formule du rang, ici, comme vous travaillez sur un endomorphisme de Rn crochet X de dimension finie, que la dimension finalement de l'image, c'est-à-dire le rang de f, c'est la dimension de l'espace de départ moins la dimension du noyau. Or, nous, on a démontré que le noyau est engendré par les monômes 1 et x, c'est de dimension 2, et on récupère bien ici que la dimension de l'image chez n-1, c'est justement la dimension de Rn-2 crochet x. C'est-à-dire que la formule du rang m'a permis, grâce au noyau, d'aller chercher une dernière information sur l'image et de conclure que l'image est ici simplement l'espace vectoriel Rn-2 crochet x. Fin de cet exemple 1 d'application de la formule du rang. Alors évidemment, j'ai mis une autre petite propriété utile, vue comme une application encore de la formule du rang. Donc c'est la propriété qui suit, je m'excuse, c'est la propriété 5. Alors allons-y, cette fois-ci on va travailler encore une fois en dimension finie et on va considérer f comme une application linéaire de E dans f. On va définir G, un isomorphisme d'espace vectoriel de f sur E. Dans un premier temps, on me demande de justifier que le rang, alors que je le fasse bien attention, on me demande dans un premier temps le rang de G rond f. Pardonnez-moi. Le rang de G rond f est égal au rang de f. Alors une façon de faire très rapide, c'est d'identifier les noyaux pour récupérer l'information sur les images. C'est-à-dire qu'on a pour x appartenant à E, eh bien x appartient au noyau de G rond f, seulement si son image ici, donc son image, pardon, est égale à 0. Alors faites attention, hein. X est un élément de E, à travers f, il est envoyé sur grand F, mais quand on compose par G, il envoie les éléments de f sur E, donc c'est le 0 de E. Ce qui me permet de dire quoi? Ce qui me permet de dire, comme G est un isomorphisme, si je compose par G-1, l'application réciproque, que f de x va être égal à G-1 de 0 de E. C'est-à-dire que f de x va être égal à 0 de f cette fois-ci. Or, f étant une application linéaire, ça équivaut encore à dire que x appartient à ker f. Par équivalence, on vient donc de justifier que le noyau de G rond f coïncide avec le noyau de f. C'est-à-dire qu'ainsi, on en déduit que le noyau de G rond f, c'est le noyau de f, et par passage aux dimensions, la dimension de G rond f coïncide, du noyau de G rond f coïncide avec le noyau de f. Seulement voilà, on a identifié ici les dimensions des noyaux. Et bien grâce à la formule du rang, donc par la formule du rang, on obtient que la dimension de l'espace de départ pour G rond f, donc on va appliquer le théorème du rang, donc la dimension de l'image de G rond f, Oliver, laisse-moi... Ah, il y a quelqu'un là à la porte? Ben, je m'arrête. Désolé, me revoilà. Donc, par la formule du rang, on va récupérer l'information sur le rang, c'est-à-dire que la dimension de im de G rond f, c'est la dimension de l'espace de départ. Alors, G rond f est bien défini sur E, moins ici la dimension du noyau associé, qui coïncide avec la dimension de ker f. Seulement, vous récupérez par la formule du rang, cette fois-ci application appliquée à f, que c'est directement le rang de f, c'est-à-dire qu'on a, et ainsi, le rang de G rond f est égal au rang de f. C'est-à-dire, lorsqu'on compose à gauche par un isomorphisme, le rang reste invariant. De la même façon, on peut démontrer que lorsqu'on compose à droite par un isomorphisme, ça ne change pas. C'est-à-dire que, deuxième point, cette fois-ci, on n'a pas besoin de la formule du rang, on va montrer, ou on montre directement que l'image de f rond G coïncide aussi avec l'image de f. Je m'explique, si par exemple on introduit pour récupérer l'image comme tout à l'heure une base de grand E, donc on introduit pas une base de E mais une base EI de grand F, eh bien on a par propriété que im de f rond G peut être vu comme le sous-espace vectoriel engendré par les f rond G de EI.
Rappelez-vous, pour obtenir l'image, il suffit de regarder le sous-espace vectoriel engendré par l'image d'une base. Or, G étant un isomorphisme d'espace vectoriel, il transporte la structure d'une part, mais également la dimension, c'est-à-dire que l'image d'une base va être une base. Or, comme l'ensemble des vecteurs I désigne une base de l'espace vectoriel grand F, et que G est un isomorphisme, alors G de I est une base, ici, de E. Oui, mais dans ce cas, quand je regarde à nouveau l'image de f rongé et que je la vois comme le sous-espace vectoriel engendré par les f de g de i, puisque f rongé de i peut être vu comme f de g de i, eh bien vous êtes en train de regarder le sous-espace vectoriel des images de vecteurs qui désignent une base de l'espace grand E. Ça veut dire que par propriété, le sous-espace vectoriel engendré par l'image d'une base n'est rien d'autre que l'image de l'application petit f elle-même. Finalement, on vient de démontrer ici ensemblistement que im de f rongé coïncide avec imf, et par passage aux dimensions, puisque vous êtes en dimension finie, on récupère cette fois-ci que lorsqu'on compose à droite par un isomorphisme, le rang reste invariant. Deux applications de la formule du rang, deux petites propriétés qu'il est bon de connaître. Un exemple un petit peu difficile sur les polynômes, ça ne nous fait pas de mal, et également une autre propriété très utile dont on retrouvera l'importance lorsqu'on regardera le cours ensemble sur les matrices. D'ailleurs, cette formule du rang en dimension finie a une autre conséquence très pratique, c'est le théorème numéro 6, la caractérisation des isomorphismes en dimension finie. Alors prenons 5 minutes pour expliciter ce théorème. Si on considère E et F deux cas espaces vectoriels de dimension finie, donc à la fois E et F sont de dimension finie, et si on considère F une application linéaire de E dans F, avec l'hypothèse supplémentaire que la dimension de E et la dimension de F coïncident. Alors, on a l'équivalence des assertions suivantes, c'est-à-dire que F est bijective si et seulement si elle est inversible à gauche, si et seulement si f est injective, si et seulement si est inversible à droite, si et seulement si f est surjective. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que pour démontrer qu'une telle application désigne un isomorphisme, il suffira d'avoir qu'un point parmi ces assertions. Alors pourquoi j'insiste dessus? C'est qu'on a rappelé que bijectif était équivalent à injectif et surjectif, mais encore une fois, avec l'hypothèse de la dimension finie, ici, avec dim de E égale à dim de F, eh bien f est bijective si et seulement si, par exemple, f est seulement injective. F est bijective si et seulement si f est seulement surjective. La dimension nous permet de diviser le travail par deux. C'est formidable. Une autre remarque importante, lorsqu'on travaille dans des structures algébriques, il faut savoir que les lois ne sont pas toujours commutatives. Eh bien, c'est justement le cas de la loi de composition. Donc, lorsqu'on travaille avec des applications linéaires, si on veut montrer qu'on est réellement inversible, il faut montrer qu'on a un inverse à droite et à gauche. Dans l'espace des matrices, lorsqu'une matrice est inversible, il faut montrer normalement qu'elle est inversible à droite et à gauche, puisque l'opération n'est pas commutative. Eh bien, ce qui est, pardonnez-moi, exceptionnel ici, c'est qu'en dimension finie, on peut montrer que f est bijectif si et seulement si est simplement inversible d'un côté, alors que la loi même n'est pas commutative. Donc cette caractérisation des isomorphismes en dimension finie est ultra pratique, et on va montrer comment, encore une fois, la formule du rang nous permet de récupérer ce théorème. Pour cette propriété et ce théorème numéro 6, on va rappeler qu'on travaille avec f appartenant aux applications linéaires de E dans F, et E et F désignent deux espaces vectoriels sur K, tels que ici, donc avec la dimension de E et la dimension de F, qui sont finis et qui coïncident. Et on veut démontrer toute une série d'équivalences, à savoir que f est bijective si et seulement si f est inversible à gauche, si et seulement si f est injective, si et seulement si f est inversible à droite, si et seulement si f est surjective. Alors on a tendance généralement pour les équivalences d'assertion à travailler par cycle. C'est vrai qu'on pourrait démontrer que 1 entraîne 2, entraîne 3, entraîne 4, entraîne 5 et remonter jusqu'à 1. Mais là on va séparer, on va faire deux cycles. On va montrer par exemple, dans un premier temps, on va montrer que 1 équivaut à 2 équivaut à 3, puis on démontrera que 1
équivaut à 4 équivaut à 5. Comme 1 sera équivalent à chacun des cycles, eh bien on aura toutes les assertions qui sont équivalentes. Alors comment démontrer ça dans un premier temps? Eh bien, supposons par exemple, on va montrer que 1 entraîne 2, on va supposer ici que f est bijective. Ça veut dire quoi que f est bijective? Ça veut dire que pour tout élément de l'espace d'arrivée, grand F, il existe un unique antécédent dans E tel que y soit égal par exemple à f de x. Eh bien, ce chemin-là me permet de définir une application réciproque. Vous l'avez vu en MPSI l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier, il existe une application réciproque, donc il existe f-1 définie sur f à valeur dans E, tel que f rond f-1 égale à l'identité, et f moins en f égale à l'identité. Alors je vais la noter par convention ici pour le théorème. Il exige G défini sur f à valeur dans grand E, application inverse, donc implication inverse de petit f. En particulier, eh bien, si f possède un inverse G à gauche et à droite, en particulier f est inversible à gauche, et on a bien que G rond F va donner l'identité. Alors attention, comme G rond F est défini d'abord sur E, eh bien c'est l'identité sur E ici. De plus, on a donc 1 entraîne 2. De plus, si on veut vérifier que 2 entraîne 3, eh bien en supposant qu'il existe une telle application, donc supposons qu'il existe une telle application G définie sur F à valeur dans E, tel que G rond F soit égal à l'identité. Alors je vous rappelle qu'on peut même démontrer que l'inverse est encore linéaire. C'est pour ça ici qu'on peut noter G appartenant aux applications linéaires de F dans E. Eh bien, si F est inversible à gauche, eh bien en particulier l'identité N, c'est une application qui est bijective, c'est-à-dire que nécessairement, elle est à la fois injective et surjective. Autrement dit, la composée G rond F est en particulier ici injective. Or, lorsque la composée est injective, on récupère que l'application de droite est injective, ce qui entraîne, petite propriété classique de MPSI, que F est injective, et donc 2 entraîne bien 3. Reste à montrer la fin de ce cycle-là, à savoir que 3 entraîne 1. Alors, supposons ici que F, cette fois-ci, est injective, et on veut montrer que F est bijective. Alors évidemment, comme on veut montrer que F est bijective et qu'elle est déjà supposée injective, il nous suffit de montrer que F est surjective. C'est là où la formule du rang va avoir son importance. Pourquoi? Eh bien, on a, encore une fois, par la formule du rang, une information sur le noyau, sur l'image, connaissant une information sur le noyau. C'est-à-dire qu'on a par la formule du rang, par exemple, que la dimension de l'image, c'est la dimension de l'espace de départ, grand E pour une application petit f, moins la dimension du noyau. Mais comme f est injective, la dimension du noyau est réduite au vecteur nul, et on récupère que la dimension de IMF, c'est la dimension de E. Or, par hypothèse, dans ce théorème 6, qui est la caractérisation des isomorphismes en dimension finie, on a ajouté l'hypothèse suivante, que dim E et dim F coïncidaient. C'est-à-dire que finalement, vous avez d'une part F qui est définie comme une application sur E à valeur dans F, c'est-à-dire que IMF est toujours inclus dans grand F par construction de petit f, et la dimension des espaces associés coïncide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une inclusion égalité des dimensions, que les deux espaces IMF et F coïncident, on a alors la surjectivité de petit f. Autrement dit, si F est seulement injective, et dans les hypothèses de ce théorème, on récupère carrément que F est bijective. F est donc injective et surjective ici, F est bijective, ce qui achève le premier cycle, 1 équivaut à 2, équivaut à 3. Dans un deuxième temps, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher le second cycle. C'est-à-dire qu'on va essayer de montrer que 1 équivaut à 4 équivaut à 5. Donc on va montrer que 1 équivaut à 4 équivaut à 5. Comme tout le monde est équivalent à 1, toutes les assertions sont équivalentes. Alors par exemple, encore une fois, 1 entraîne 4. Pourquoi c'est immédiat? Si F est bijective, ça veut dire qu'il existe une application réciproque G
qui appartient aux applications linéaires de f dans E, telles que g rond f et f rond g, donne l'identité. En particulier, c'est vrai, elle est inversible à gauche et à droite. Cette fois-ci, elle peut être inversible à droite. Il existe g, tel que f rond g, donne l'identité, cette fois-ci sur f, parce que f rond g est défini sur grand F. Autrement dit, 1 entraîne 4. 4 entraîne 5. Mais si vous supposez, cette fois-ci, si on suppose qu'il existe G, une application inverse à droite, c'est-à-dire telle que f rond G donne l'identité sur f, comme tout à l'heure, celle-ci est toujours bijective, l'application identité. Autrement dit, en particulier, elle est injective et surjective, donc cette composée est injective et surjective. Moi, ce qui m'intéresse, cette fois-ci, c'est la surjectivité. Donc en particulier, f rond G est bien surjective. Exercice classique de MPS6, si la composée surjective, celle de gauche est surjective, ce qui entraîne que f est surjective. Et finalement, on a démontré que 4 entraîne 5. Pour terminer, montrons alors qu'on peut terminer le cycle et récupérer 5 entraîne 1. Ben, on va supposer cette fois-ci que supposons que f est seulement surjective, et je veux montrer que f est bijective, c'est-à-dire qu'il nous suffit ici d'aller chercher l'injectivité. Montrons que f est injective. Alors comment? Eh bien, on va, connaissant une information sur l'image, grâce à la formule Durand, récupérer une information sur le noyau. Donc, comme tout à l'heure, par la formule Durand appliquée à f, donc par la formule Durand, on va récupérer que la dimension de car f, c'est bien la dimension de E moins le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'image. Mais comme f est supposée si surjective, son image est pleine, sous-entendu, elle recouvre entièrement grand F. C'est-à-dire qu'on récupère la dimension de E moins la dimension de grand F. Or, par hypothèse, dans cette caractérisation des isomorphismes en dimension finie, dim E et dim F coïncident, donc ça donne 0. Autrement dit, ker F est l'espace vectoriel nul, c'est-à-dire il est réduit au singleton 0. C'est-à-dire que ker F est réduit au singleton 0, ce qui équivaut encore à dire que f est bien injective. Comme elle était supposée surjective et qu'elle est ici injective, elle est bijective, ce qui termine le cycle 1 entraîne 4 entraîne 5. Autrement dit, l'ensemble de ces assertions sont équivalentes, et je vous demanderai de bien retenir le théorème Durand, évidemment la formule Durand associée en dimension finie, et surtout ses différentes applications, que ce soit la propriété précédente sur l'invariance par composition par un isomorphisme Durand, par un isomorphisme à gauche et à droite, mais également ce théorème fondamental qui est la caractérisation des isomorphismes en dimension finie. J'espère vraiment que cette dernière vidéo vous a aidé à revenir sur des considérations utiles concernant les applications linéaires. Alors n'oubliez pas, c'est sympa de réviser le cours comme ça et de bien comprendre les vidéos. Mais pour vous faire la main, j'insiste, regardez les exercices 1 à 7. Je vais m'atteler à faire leur correction pour que tout cela soit prêt d'ici mercredi. Mais j'ai vraiment besoin que vous arriviez à être plus à l'aise avec l'algèbre linéaire et comprendre finalement l'ensemble de ces résultats fondamentaux. La semaine prochaine, on retravaillera ensemble sur la notion de matrice, d'une famille de vecteurs matrice d'application linéaire. Autrement dit, on aura encore l'occasion de retravailler l'algèbre linéaire, chapitre fondamental pour ce qui viendra dans l'année de spé. Bon courage à vous et je vous dis à très bientôt.